Tiers livre, atelier d'écriture, ça s'appelle Faire un livre, et on est à la proposition 7. Toujours, je me fais mes petits flashbacks. On a commencé par installer des îlots, ce que j'ai appelé, c'est-à-dire on pose un contexte général, archétype, rien de plus simple. Un personnage arrive quelque part, on s'en tenait là. Puis on a commencé à travailler, ce que le personnage ne sait pas. Puis multiplier des personnages disjoints, là. Puis est venue la traversée avec la sentimenthèque de Chamoiseau. On prend des livres, on exprime poétiquement comment fonctionne formellement, structurellement, cette aventure de récit. Après, à la pipette, on décollait ces phrases-là et on les appliquait à notre propre projet. Et puis, on a continué les îlots. La 6 avec Kafka, laissons Kafka, et ce principe d'être seul, un personnage. Qu'est-ce que ça change si on éloigne le temps et si l'espace lui offre cette solitude? Alors, on amorce aussi une autre étape. Alors, parfaitement conscient, ce que je propose là, c'est une exploration, c'est un voyage. Il y a le mot dérive qui est très beau. Les propositions avec consigne, on les trouve dans le cycle parallèle, progression. Là, nous, on a une grosse patte de texte, chacun dispose de la sienne, et puis on l'avance. Et même bien plus, ces jours-ci, je me demandais si l'attente qui est si naturelle à chacun, ou qui est même sous-jacente partout à l'atelier, de dire « mais comment ça avance ? Qu'est-ce que c'est ces choses informes ?» Ben oui, mais moi, mon rôle, ça va être de maintenir l'informe, au contraire, le plus loin possible. C'est-à-dire, est-ce que l'attente qu'on a de quelque chose d'unifié n'est pas justement le contraire de ce que doit proposer un tel chantier? Un chantier où il y a des fondations, des superstructures, où on doit faire des choses qui, a priori, ne sont pas visibles dans leur impact immédiat. Est-ce que c'est renoncer à la forme unifiée ou réunifiée? Non, au contraire. L'intime conviction, mais évidemment, vous n'êtes pas forcé de me croire, c'est que plus longtemps on maintiendra cette fluidité, ou cet écartement, ou ce côté disjoint des éléments séparés, plus la forme qui va les envelopper, les réunir, les lancer dans la perspective linéaire de la lecture, eh bien, elle tiendra d'elle-même sa propre force. Ce mur qui est la présence la plus active des livres de travail, et puis de l'autre côté, ça, je l'ai jamais montré, mais un garage où ils sont empilés sur 2 épaisseurs jusqu'au plafond, et puis c'est tous ces témoignages du contemporain. Mais ces témoignages du contemporain, pourquoi je ne peux pas m'en débarrasser et que j'ai aucunement l'intention de m'en débarrasser, c'est que chaque fois, c'est une expérience de forme, une singularité de forme. Et plus on attaque dans ce côté formel, ce côté laboratoire, ce côté expérience, plus la singularité se dévoile, plus on enlève la peau conventionnelle pour laisser apparaître ce qui en nous écrit et qui a un visage plus aigu, plus rauque, plus éclaté que le nôtre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à ça qu'il faut donner voix. Une fois que ça, vous en avez la voix, vous pouvez partir dans toutes les expériences plus simples. Et je crois que dans chaque fois qu'on aborde une œuvre complète, tous les grands auteurs, pensez même à Virginia Woolf, Henry James, il y a toujours cette idée d'embryon, de texte noyau, de textes qui symbolisent l'œuvre parce qu'ils en sont justement cette irruption avec ce côté brut, et que ça nous intéresse toujours à égalité, voire plus, en tout cas dans un lien indissoluble avec la réalisation, elle, beaucoup plus magique, lisse, aporique.
Fin du prologue. Alors elle est où l'aventure de l'ascète? Elle va être dans une ambiguïté, un paradoxe. Ça veut dire que ce que je voudrais, c'est accentuer, prolonger un mouvement qui est déjà en train de se produire dans le cycle d'atelier, ou bien, si vous reprenez ce module à distance, probablement l'étape que vous venez d'atteindre. La dernière fois, on a commencé à parler fortement de dissocier la suite de ce qu'on écrit semaine après semaine d'un PDF qui reprend ce développement en enlevant, en soufflant hors de lui-même la trace des différentes propositions. Et on y est dans ce moment où, là, j'en ai lu une vingtaine, commence à éclore ce fait, de toute façon maintenant qui n'est plus contestable. Voilà la singularité qui s'est dévoilée à son auteur. Voilà l'arbitraire de la forme qui se dévoile à son auteur. Comment amplifier cette singularité? Comment prendre au sérieux cet éclatement ou cet arbitraire de la forme? Alors ça nous conduit à quoi? À séparer la part autoréflexive. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en maîtrisez de votre livre? Alors on pourrait toujours se dire, ben oui, on fait un plan, on fait un scénario, mais regardez par exemple les manuscrits de Flaubert. Ce qui est formidable, c'est que le scénario, c'est des bribes, et le scénario se recompose à mesure qu'on avance. Le scénario est justement cet espace autoréflexif, doublé par ce que Flaubert en dit tous les soirs dans sa correspondance. Mais nous, ce jeu social de l'écriture, c'est ce qu'on fait aussi sur les réseaux. En parallèle de l'écriture, en soubassement de l'écriture, mais aussi en amont, en avant de l'écriture, c'est-à-dire pour la solidifier dans là où elle se dépose encore fragilement, en énonçant ce qui vient de se déposer, mais aussi en projetant un tout petit peu vers l'amont ce qu'on pourrait faire un petit peu en avant pour tirer le texte vers l'avant, et sur une strate plus horizontale, comment on en réfléchit l'écriture et symétriquement les conditions matérielles de tout ça. En quoi, quand on écrit cette histoire, on s'écrit soi, et en quoi tout ce qui participe matériellement à soi-même écrivant, non pas conditionne, mais participe organiquement à ce qui est en train de s'écrire, même si on ne le reconnaît pas. Autre question. Alors j'en étais là de ces questions il y a quelques jours, quand sur un post de Éric Pessan, peut-être certains d'entre vous le suivent déjà sur Facebook. Éric, c'est quelqu'un qui a beaucoup publié, mais qui fait aussi beaucoup d'ateliers d'écriture en milieu scolaire, mais pas que. C'est quelqu'un qui anime aussi avec le CNRS ou le CNES, Centre National d'Études Spatiales, une revue annuelle, mais qui interroge ces questions de l'espace pour nous, auteurs. Éric mentionnait ce livre que moi je ne connaissais pas dans sa bibliographie, Au Télémasque, d'après Shining de Stephen King. Alors je connaissais le travail d'Éric sur Don Quichotte, et puis tout d'un coup, Pessan sur Shining, c'est quoi? Et justement la façon dont il en parlait, ça avait à voir en gros avec ce que nous là on discute. Je me suis procuré immédiatement, m'est arrivé le surlendemain cet objet dont je vais vous parler. C'est pas forcément une incitation à la lecture ou à le commander vous-même, peut-être on en reparlera d'ailleurs juste tout à l'heure. C'est l'idée même du livre. Et la première caractéristique, c'est que le livre est vertical, il se lit comme un livre normal, mais la couverture, elle se transforme en enveloppe, comme on met à la poste, avec ce qui serait le timbre, qui est le logo de l'éditeur, le nom de l'auteur, le titre,
Et puis ce sous-titre tellement étrange. Alors dès qu'on ouvre le livre, on tombe sur l'idée de la collection, le pitch de la collection, 3, 6, 8 lignes, et puis déjà paru, 2, 4, 5, donc il est le 6e livre de cette collection. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ensuite? Peut-être, peut-être pas, j'ai pas été fouillé. De quoi il s'agit? Un éditeur, les éditions Cécile Defaux, qui sont 6, j'ai découvert à Nantes, mais pareil, je n'ai pas été voir ce que devient l'aventure, si donc celle-ci s'est arrêtée, proposait, donc une éditrice invite des auteurs à passer 1 an avec un livre. C'est pas plus que ça. Mais tout d'un coup, c'est miraculeux. C'est-à-dire, moi, j'ai un lien particulier à Manhattan Transfer. Eh bien, pendant 1 an, je vais vivre avec Manhattan Transfer. Je vais prendre des notes sur Manhattan Transfer. Ma propre réflexion sur mon écriture va traverser cette présence permanente, quoi que ce soit d'autre que je fasse, de Manhattan Transfer. Et au bout d'1 an, qu'est-ce que ça aura fait comme livre? Proposition à la fois hyper simple et puis à la fois hyper excitante parce que ça répond très profondément à ce lien qu'on a chacun, quelques livres élus, pas forcément les livres qui nous sont le plus proches, mais le livre qui, en tant qu'énigme, vous donne envie d'aller plus à fond ou de travailler dans son voisinage. De cette façon-là, c'est peut-être ça aussi qui me conduit aujourd'hui à me saisir d'Éric Pessan sur Shining. Quand on s'était lancé sur la Sentimenthèque de Chamoiseau, j'avais bien insisté, c'est pas un état des lieux ou une histoire progressive pour chacun de votre lecture, c'est dans ce paysage qui définit pour nous l'attraction à écrire, la pulsion à écrire, elles sont où les énigmes? Et après, je m'étais dit un petit peu terrorisé. C'est souvent le cas, ça, cette affaire-là. Se dire, et si toi, tu avais à répondre à ta propre consigne, tu choisirais quoi comme livre? Puis vas-y, fais une vidéo sur les livres que tu... Et puis, je ne l'ai pas faite, la vidéo. Mais m'est revenu le Loup des steppes, lu plusieurs fois, lu depuis très longtemps, et dire, ce livre qui te reste dans ce tout petit souvenir-là, mais si fort, si pointu, est-ce que ça tient le coup à la relecture? Et puis tu y vas voir, et puis bon, ça a donné, en tout cas pour moi c'est en cours. Alors qu'est-ce qui fait Pessan sur Shining, et en quoi ici ça peut nous intéresser? Évidemment, je pense qu'on le porte tous d'avance, même si on s'en souvient plus, ce grand hôtel tellement isolé, ce type qui est écrivain devient un peu le gardien de l'hôtel, et puis qui va en profiter pour écrire son livre, et puis en fait, plus il avance dans ce livre avec cette machine à écrire, plus on découvre que c'est toujours la même phrase, et la même phrase qu'il écrit sans cesse, et puis bien, lui-même a sa famille, et puis dans les couloirs de cet hôtel, il y a des apparitions, des fantômes. C'est une histoire de fantômes. Et effectivement, c'est un film de terreur, mais dans cette allégorie, et par la force de cette métaphore de l'écriture, et de ce filmage de l'écriture, ou de défi d'avancer dans un livre, et que lui, le gars, il n'y arrive pas, eh bien, tout d'un coup, ça devient une œuvre universelle. Et Stephen King, peut-être, vous savez, chez vous, alors en français, c'est traduit de l'écriture, mais je ne lis pas ça en traduction, dans la langue originale, ça s'appelle « handwriting », et ça, on peut le trouver aussi hyper facilement, au moins en numérique. Il s'agit de quoi? C'est quelqu'un, Stephen King, qui écrit avec des habitudes, une régularité, et qui trouve son plaisir, y compris dans cette régularité. Mais comment ça s'invente alors, les histoires? Et dans cette régularité, il y a un de ses rituels qui est d'aller se balader à pied dans la région où il vit. Et puis ce soir-là, il y a un zigoto avec une énorme bagnole 4x4, tout ça. Son chien aboyait derrière, il fait taire son chien en se retournant. Il voit pas le piéton et il envoie Stephen King dans le coma, puis 4 mois de rééducation, puis cette hantise. Après ce qui m'est arrivé, cette traversée de la mort, cette reconstruction du corps, est-ce que je suis encore capable d'écrire?
Et il fait quoi, Stephen King, pour répondre à ça? Ben, il se débrouille pour retrouver le gars. Le gars, ça ne le gêne pas de continuer à rouler dans cette voiture qui a écrabouillé un zigoto. Il la lui rachète, sans mégoter sur le prix. Il la ramène chez lui et il la démolit à la masse. C'est ça, Stephen King. Ça a quoi à voir avec nos histoires, là? Moi, j'ai envie de vous mettre ça dans les pieds. Alors maintenant, Pessan et Shining. Alors, ce qui m'a fait tilt en lisant ce livre, où je me suis dit, oh là là, là il y a de l'atelier d'écriture. Pour nous, c'est que Shining, donc c'est une suite de chambres dans cet hôtel immense, géant, plein isolement ou solitude, et puis tout se passe, les apparitions, la terreur, dans une chambre qui porte le numéro 217. Eh bien, 217, c'est le numéro de cette chambre. C'est le dernier chapitre de ce livre. C'est le creux, le mystère, c'est l'endroit où mon esprit cartésien a envie de croire aux fantômes. C'est le secret aussi. Ce que je n'écris pas dans mes livres, parce que je l'ignore. Ce que je n'écris pas dans mes livres, parce que je l'ignore. Et nous, on est encore dans ce jeu de j'écris parce que j'ignore. Et moi, sur quoi j'insiste encore en permanence, parce qu'on est encore dans le début de ce cycle, on reste dans ce je l'ignore. C'est ce qui nous permet d'écrire, ce je l'ignore. Alors oui, il faut du culot, parce qu'il faut y aller quand même. Mais c'est ça le défi qu'on a choisi ensemble. C'est le secret aussi, ce que je n'écris pas dans mes livres, parce que je l'ignore, parce que j'ai besoin d'angles morts, et de ne surtout pas chercher à voir certaines choses. 217, c'était ma contrainte. J'ai toujours des contraintes que d'ordinaire je ne révèle jamais. C'est une envie de flamme consumant la saloperie de logique. C'est un désir d'irruption de l'inadmissible. C'est le sentiment d'une présence. C'est une porte entr'ouverte au cœur de la vie et de la littérature que je ne pousserai pas. Derrière, les masques tombent. Alors, c'est cette histoire déjà de fragments. Fragments, moi, c'est pas fragmentaire. C'est une écriture, vous voyez, ça fait souvent une pleine page, là, 112, 113, ouais, toujours encore une pleine page, on doit être dans du 2000 signes pour chaque prise d'écriture. Quelques-unes sont plus brèves, peut-être, là, 163, on a une demi-page, 164 aussi, et puis ça reprend, 167, on a 4 lignes, et puis, donc il y a ce jeu, 170, 3 lignes, et puis ça se distance, ça respire. Alors, il y a quoi? Pessan, l'année où il a décidé d'avoir ce livre, Shining, en permanence dans son sac. Est-ce que tu arrêtes tes autres activités? Tes voyages, tes lectures, tes activités, ton gagne-pain? Non. Donc, tu es dans un train, tu as Shining dans ton sac. Tu dors à l'hôtel, tu as Shining dans ton sac. Tu reviens chez toi et puis tu reprends le supermarché, les factures, et puis écrire comme tu peux le matin, et ben, tu as Shining sur ta table. Pendant 1 an. Est-ce que ça veut dire que tu écris tous les jours sur Shining? Non. Est-ce que ça veut dire que tu ne mènes pas d'autres écritures en parallèle? Non. Par contre, en même temps, il y a tout ça qui s'accumule, eh bien, il y a cette réflexion sur la durée. C'est pas se dire, je prends 1 mois et je vais au bout de ce truc sur Shining. C'est cet accompagnement sur le temps. Et ça nous concerne extrêmement fort. Alors pourquoi pour nous c'est un piège? Parce que Pessan parle d'un autre livre, c'est-à-dire ces 217 fragments, ou chapitres brefs, mais qui concernent un livre, donc une mise en miroir. En plus, une mise en miroir qui est compliquée par le fait que le livre est aussi un film. Et qu'on traverse parfois le livre, on traverse parfois les images du film, et que comment lire, comment se souvenir du livre sans avoir à traverser ces images du film, ça ne simplifie pas le travail. Et puis que Stephen King, qui est derrière le livre et le film, a
écrit, lui aussi, sur son écriture. Et que précisément, l'allégorie de Shining, c'est une allégorie concernant un auteur qui n'arrive pas à prolonger, ou en tout cas qui se bat contre tous les fantômes, contre tout ce qui l'assaille dans le moment de l'écriture, et que donc cette suite d'emboîtements, oui, on a tout de suite 7 ou 8 étapes, 7 ou 8 couches. Alors, il se trouve que dans cette période où Pessan accepte ce contrat moral de l'éditrice, dans 1 an, je te rapporte ce que j'aurais écrit par le compagnonnage avec Shining que j'instaure. C'est une résidence dans un château, il se trouve qu'il ne dit pas du tout où c'est ni rien, donc je pense que peut-être ça s'est pas hyper bien terminé. J'ai essayé de faire toutes les entrées internet possibles, j'ai pas voulu demander à Eric, mais en tout cas j'ai pas retrouvé de quel château il s'agit. En tout cas maintenant, apparemment ça figure plus dans nos routes de résidence d'écriture, moi j'ai jamais trop fait ça. Mais l'idée c'est qu'il débarque un lundi, on le prend en bagnole, il débarque du train, on l'emmène en bagnole au supermarché du coin, tu prends de quoi tenir à peu près pour la semaine. Si là-bas sur place tu auras un vélo pour aller au bled, tu as peut-être une boulangerie, un bistrot, et puis on te dépose dans un logement juste à côté de ce château, et tu as la clé. C'est-à-dire, tu peux y entrer de jour, tu peux y entrer de nuit, et tu te retrouves devant un lieu réel qui est exactement à l'image, en plus ta propre fonction est à l'image de l'écrivain de Hans dans l'hôtel Shining. Alors, la première strate, la plus directe, qui traverse là ces 217 fragments, c'est que, est-ce qu'il faut avoir lu Shining pour lire ce texte d'Éric Pessan? Non. Le livre doit fonctionner sans avoir besoin de son référent. Donc, Pessan, dans ces 217 fragments, il y a 4 couches, il y en a une bonne trentaine qui vont être « Je raconte ce qui se passe dans Shining ». Je raconte tel moment clé de Shining, je raconte telle structure très précise de Shining, je raconte des scènes de Shining. Et ça, pour moi, c'est déjà, cette première strate, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous, votre texte, il est déjà développé sur 6 exercices. Est-ce qu'on a besoin de le reformuler ? Non, vous savez ce qu'il y a dedans. Mais vous allez le faire quand même. C'est-à-dire que la première strate, ce sera de comprimer, c'est-à-dire des fragments qui seront reprendre tel endroit, telle scène, telle configuration, et puis on inclut dans ce texte que vous allez faire, déjà, comme à distance, dans ce que j'ai écrit, il se passe ça. Ça a l'air de rien ? Attendez. La deuxième strate, pour Éric Pessan, c'est non pas la description exacte de ce qui se passe dans Shining, livre ou film, mais ce qu'on en distord, ce qu'on en trompe, ce qu'on énonce comme possible à partir de cette figure de Shining. Moi, ce que je vous propose, et c'est l'enjeu vraiment de cette proposition, c'est que sur la base de vous écrivez, vous comprimez ce qui s'est passé dans les 6 derniers textes, pour tel point, pour tel point, pour tel point, pas exhaustivement. Est-ce qu'on peut rendre compte exhaustivement d'un livre comme Shining, ou même du film comme Shining ? À la limite, ça épouserait, ou on finirait comme le Pierre Ménard, auteur du Quichotte chez Borges, on aurait refait le livre tout entier. C'est là où pour moi il y a ce tiré-poussé que je voudrais installer. Je voudrais que la strate qui réécrit, ou qui désigne, ou qui symbolise, ou qui résume, ou qui comprime ce qui est déjà écrit, ce soit comme une espèce de poids là, sous ce qui est en train d'avancer, qui s'appelle votre livre. Et puis, c'est là important. Votre texte se développe comme une nappe horizontale, avec déjà 6 îlots, et pour certains d'entre vous, déjà des textes se sont rajoutés. On installe sous le texte ces espèces de boules qui sont ici, il se passe ça.
ici, on raconte ça. Et ces choses-là, qui sont sous le texte, c'est elles qu'on va dupliquer. Vous savez, cet exercice, à partir de Claude Simon, qu'on avait appelé décalcomanie. Eh bien, je voudrais que de la même façon que vous décrivez ce qui est déjà écrit, dans le même format, dans le même ton, vous décriviez des bouts qui ne sont pas encore écrits. C'est facile à faire? Ben non, puisqu'on ne sait pas. C'est pas écrit. Ben oui, mais si vous avez cette lancée qui existe déjà de vos textes, et puis ces boules qui décrivent ce qui se passe là au-dessus, si c'est ces boules-là qu'on remet par-dessus, en changeant très peu, mais en installant ce qui va être écrit, ce qui pourrait être écrit, ben là on aura gagné. Alors les deux autres étapes de Pessan, c'est comment j'avance ce livre, à quoi il se réfère en moi. Et il nous raconte une très belle histoire de terreur avec ses grands-parents liés à une présence fantomale, et que ce souvenir d'enfance est toujours conditionné pour lui, le goût, la pulsion, en tout cas c'est toujours retrouvé dans son rapport à l'écriture, ou son goût de romans comme ceux de Stephen King. Donc il y a une part autobiographique, mais surtout une part de j'écris ça comment, j'écris ça pourquoi, ce que je cherche à travailler, je m'y prends comment, et ça multiplie. C'est-à-dire sur un an, sur 365 jours, 217 passages. Alors cette troisième strate, nous on l'a déjà amorcée dans les codicilles, dans vos espaces blogs, dans nos échanges et débats. Je ne veux pas trop insister là-dessus. J'insisterai plus sur la quatrième. Et cette quatrième strate, c'est celle où il parle de ce château où il est en résidence. C'est-à-dire un bâtiment vide, lesté de mystère. À un moment donné, il tombe, tiens, il y a quelqu'un. Il n'est pas très rassuré. C'est un ouvrier d'entretien sur une échelle qui a été envoyé là pour changer les éclairages qui ne marchent pas. Alors de quoi ils se mettent à discuter? Justement, des fantômes. Et le gars qui fait l'entretien, disant, moi il y a 20 ans que je les attends, les fantômes. Et cette notion de attendre les fantômes devient une autre digression pour Pessan. C'est-à-dire que les conditions précises de l'écriture deviennent en elles-mêmes écriture. Est-ce que c'est un commentaire comme ce que je désignais par troisième strate de l'écriture qui dit ce que vous êtes en train d'écrire? Non, c'est plus simple que ça. C'est la table, la pièce, les courses, la lumière, la musique que j'écoute, comment est fichu le bâtiment. Et je ne vous demande pas une méta-écriture. Je pense juste que si on pense prendre le droit d'écrire, comment vous écrivez, où vous êtes, dans quelle matérialité, dans quelle temporalité. Si on écrit cette matérialité-là, si on prend le droit de l'écrire, à ce moment-là, on a un point d'appui pour que ce qu'on écrit sur l'écriture, ce ne soit pas simplement du métalangage. Et si on a cette tension entre les deux, eh bien, la nappe en bas qui décrit ce qui est en train de se faire et qui s'est déjà écrit, et puis c'est cette duplication de la nappe d'en bas pour faire ces espèces de foyers qui disent il faudrait écrire ça, il y a ça qui va être écrit. À ce moment-là, on installe des descriptions de passages qui n'existent pas encore. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans ce jeu de pousser vers les passages qui n'existent pas, on aura écrit des possibilités d'écriture. On aura installé des possibilités d'avancer le récit en le tirant vers l'avant. Quand vous ouvrirez votre manuscrit, vous trouverez cette suite de petites boules diffuses à même la surface du texte et qui vous diront « Ah bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça dont tu peux te saisir et c'est ça que tu vas écrire. » Alors, avant de clore, s'il s'agissait de mon propre travail, il y a longtemps que j'utilise ces formes-là. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a le fichier, le texte qui avance, il y a un autre fichier, ou alors l'arrière du texte. Souvent dans le même fichier, c'est juste un ensemble qui est repoussé à la fin de l'écriture
déjà amorcé, qui est justement les choses à écrire, qui est les éléments tenant à la réflexion immédiate, ou les éléments tenant, je vous dis, à cette matérialité. Là, vous écrivez ici, où, comment, en ce moment. C'est donc une sorte de geste double. C'est un geste de méthodologie. On amorce une méthodologie qui est une sorte d'anticipation fictionnelle. Mais on arrive à l'anticipation fictionnelle parce qu'on aura comprimé ce qui s'est déjà écrit. On comprime des détails de ce qui est déjà écrit, on les inscrit, et ces choses inscrites, on les duplique pour ce qui va pouvoir être écrit. Donc ça, j'en démords pas, c'est important, mais est-ce que ça s'insère dans votre manuscrit? Pour moi non, ça reste à côté. Alors à vous de gérer, maintenant on n'en est plus là. On est maintenant vraiment dans l'exercice du livre. Si vous voulez partager, évidemment, vous le publiez, dièse L7, et c'est bon, on fait comme d'habitude. Mais j'insiste bien, c'est une méthodologie à développer pour vous, pour la matérialité de maintenant commencer à oublier îlot après îlot pour que ça commence à constituer un projet. Dans les fragments de Pessan, dont je vais vous en mettre aussi quelques extraits évidemment en ligne, il y a des réflexions sur comment se construit Shining, sur les bifurcations de Shining, sur ce que ne fait pas ou aurait pu faire Shining, et faire une fiction de la fiction, c'est hyper productif. Autre élément sur lequel je veux insister avant de clore, dans tous nos précédents cycles, on a installé comme ça une sorte de jeu de dépliement ou de miroir. On l'a fait, par exemple, dans Outils du roman, je crois, on avait appelé ça « note du traducteur ». On en est très proche. Et ces notes du traducteur, c'est une piste. Dans un autre cycle, un autre moment, on avait utilisé ce texte très beau du W de Pérec avec des annotations. Une autre fois, on a fait un exercice à partir du très beau livre d'Anne-James Chaton sur le naufrage de la Pérouse. Une enquête sur le naufrage de la Pérouse, mais lui appelle ça hypothèse, au pluriel, sur le naufrage de la Pérouse. Et le livre est un ensemble structuré, démultiplié, d'hypothèses sur ce naufrage de la Pérouse. Tout ça, dans le site, je vous mettrai les liens si vous avez envie d'aller y voir. Et on a déjà eu ensemble une discussion là-dessus, qui est que ces exercices, à la limite, on peut changer d'un à l'autre, mais qu'à un moment donné, cet exercice du dépli vers l'intention, il y a besoin de l'installer à la surface même de ce qu'on est en train d'écrire. Et que l'ensemble de ces exercices, je rajoute un autre aussi dans le Saint-Tropez de Nathalie Quintane. Elle dépose un dossier au ministère des Affaires étrangères pour quelque chose qui s'appelle Bourse Stendhal, non Mission Stendhal, qui est une bourse qui n'est pas non plus ultra riche, mais moi c'est ce qui m'avait permis d'aller travailler 2 mois à Providence sur les manuscrits de Lovecraft. Elle, son idée pour travailler sur Saint-Tropez, c'est d'aller passer 2 mois à Los Angeles. Eh bien, elle dépose un dossier, elle l'argumente, c'est-à-dire qu'elle décrit le livre qu'elle n'a pas encore écrit, qui ne sera pas du tout d'ailleurs le livre qu'on connaît maintenant sous le nom de Saint-Tropez. Mais c'est une suite d'exercices qui visent tous la même méthodologie, avec des façons différentes. Eh bien, moi, aujourd'hui, officiellement, merci Éric Pessan, j'installe dans mon arsenal le fait de travailler 217 fragments en 4 nappes à peu près distinctes, qui sont installées dans sa propre vie, un compagnonnage d'1 an avec un livre. La seule chose, c'est que vous, ce compagnonnage, là, on va l'installer en utilisant ce jeu des 4 strates, mais le livre dont il est question, c'est celui justement que vous allez écrire. Est-ce que c'est incompatible avec ce jeu d'écrire sur Pessan, écrivant dans une résidence d'un lieu qui ressemble
l'hôtel décrit dans le livre de Stephen King, décrivant lui-même l'allégorie d'un type qui n'arrive pas à aller dans l'écriture de son livre et en réécrit en permanence, obsessivement, la première ligne sur sa machine à écrire, alors que Stephen King lui-même est capable de décrire comment il a écrit et que dans le geste d'écrire, il peut y avoir un jour démolir une voiture à la masse si c'est celle qui a prétendu vous interdire d'écrire. Bon, on est dans la façon dont ça se travaille.